Je vous emmène aujourd'hui dans Bordeaux, la ville des 3 M. Montaigne, Montesquieu, Mauriac, 3 figures emblématiques de notre patrimoine intellectuel. Une ville où le livre est partout. Il y a des dizaines de librairies, notamment la plus grande indépendante de France, une cinquantaine d'éditeurs et des centaines d'auteurs. Toute la question est de savoir aujourd'hui pour cette filière comment doit-elle s'adapter au numérique et quelle offre peut-elle proposer à des lecteurs de plus en plus connectés sans pour autant tuer le livre papier. Des libraires en lutte contre les géants de la vente sur le net. En Nouvelle-Aquitaine, ils se sont unis pour une alternative qui allie proximité et contact avec le lecteur. Je sais ce que je veux et je viens le chercher dans la librairie de mon choix qu'il a en stock. Franck Bouys, enseignant et auteur de polar. Ce Corrézien discret, saisi par une gloire soudaine, a réalisé l'une des plus belles ventes de livres en support papier de l'année 2017. Se payer une nouvelle vie à mon âge, ouais, je le prends comme un cadeau, mais ça a été très brutal. La Cité de l'écrit à Montmorillon, entre métiers du livre en mode traditionnel et libraires très spécialisés qui ont décidé eux aussi de jouer avec le net. Pour décrypter les enjeux de cette filière livre, je vous emmène tout d'abord dans un endroit atypique de Bordeaux. Nous sommes à 2 pas du Grand Théâtre, vous l'avez vu, c'est la librairie de la Comédie. Alors d'un côté, c'est une librairie classique et de l'autre, c'est un espace de restauration avec des gourmandises et du vin. Le vin, c'est d'ailleurs la spécialité de cette maison d'édition qui a créé ce lieu en 2016, les éditions Ferré, une institution bordelaise depuis 2 siècles. Bruno Boidron, vous êtes le directeur des éditions Ferré. Pourquoi renouer avec le métier de libraire 30 ans après l'avoir abandonné finalement? Question d'opportunité, effectivement. Je crois que le plaisir d'un éditeur, c'est aussi de rencontrer son public et de lui offrir un lieu un peu différent de ce qu'était la librairie autrefois. Ça veut dire que ça marche d'être libraire encore aujourd'hui? Ça marche d'être libraire à condition de créer des lieux spécifiques, donc avec des identités fortes, et de partager des passions et de faire des lieux de rencontre, véritables lieux de rencontre. Bon, vous nous direz tout à l'heure ce que vous pensez de l'avenir du livre numérique. Dans la région, on dénombre 200 libraires indépendants. Alors c'est beaucoup, mais pas de quoi faire le poids face aux grands distributeurs de livres sur Internet. Mais vous allez voir que face au numéro 1, par exemple, du secteur Amazon, eh bien, les libraires indépendants de la région s'organisent, s'adaptent pour proposer le même service que les géants du net, mais au bout de la rue. Alicia a choisi de faire son achat sur le site Amazon. Romain a préféré un site 100% local et il va chercher sa commande. Une même génération, 2 clics, 2 démarches différentes. Et voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est que je commande sur Internet parce que j'ai pas forcément le temps, des fois, d'aller dans les rayons et de passer du temps. Donc je sais ce que je veux et je viens le chercher dans la librairie de mon choix qu'il a en stock. Alors aujourd'hui, lorsque j'ai besoin d'un livre assez rapidement, justement, j'utilise le site internet d'Amazon. Par facilité, en fait, rapidité aussi, puisqu'on reçoit le livre à peu près 2 jours après l'achat. Donc voilà, pour moi, c'est le plus facile, en tout cas, pour l'achat de mes livres. T'écoutes quoi comme livre audio aujourd'hui? Dans cet univers e-marchand, quelle place pour les librairies indépendantes? Quels moyens et quelles stratégies pour les acteurs locaux? Pour le savoir, nous avons poussé les portes de ces commerces de biens culturels. Dans le cœur de Bordeaux, la machine à lire. La clientèle y est variée et les habitués nombreux. Ils peuvent y passer des heures pour la beauté du lieu, mais pas uniquement. Il faut se nourrir de livres. Il faut dévorer les livres. On dit dévorer un livre. Donc, non, moi je suis fou de cette chose. Je serais incapable de lire sur une tablette, par exemple. Moi, il faut que je sente l'odeur du papier. Les personnes qui y travaillent, qui sont relativement merveilleuses et avec qui on noue des rapports, des relations relativement intimes par rapport à nos lectures et la diversité au niveau des champs qu'ils peuvent proposer ici.
Derrière cette équipe, Hélène, la directrice, a l'œil sur tout et sur chacun. C'est un ensemble de choses, c'est-à-dire c'est une équipe qui a été choisie sur des personnes qui accueillent l'autre quand il rentre dans la librairie, quel qu'il soit, c'est-à-dire l'autre proche de nous intellectuellement, culturellement, l'autre loin de nous, l'autre, voilà, cet autre-là est accueilli. Après 9 ans d'exercice, son chiffre d'affaires atteint 1 700 000 €. On est loin des milliards de dollars que récolte le géant américain du livre sur le net, mais ni lui, ni les grands groupes français ne font peur à Hélène. C'est le fait de dire, mais Amazon n'est pas moins cher. Nous, on essaie de défendre une entreprise éthique et une entreprise avec des valeurs. Donc, à partir de là, quand vous faites un achat, sur Amazon, sachez que vous ne suivez pas l'engagement des librairies générales indépendantes. Et en plus, leur rappeler le prix, la loi Langue et le prix unique du livre, ce qui est fondamental. C'est où que vous alliez en France, le livre vaut le même prix. Ça, c'est vraiment, il faut le dire, le répéter. Donc, les gens ont l'impression que sur Amazon, c'est moins cher. Non. Pour rayonner au cœur d'une ville à haute concurrence, Hélène doit aussi faire venir des auteurs. 150 passent ici chaque année. C'est unique en France pour un établissement de cette taille. Pascale de Vambrechy est bordelaise. Son premier roman sort en poche. Je vais changer mon truc. Les librairies telles que la Machine à lire sont d'abord moi, sont des lieux où je suis venue présenter mes livres, c'est-à-dire au sens où je les ai présentés à un public, où j'ai fait une conférence autour de ce que j'écris, modérée en général par des gens passionnants et passionnés, et puis où on est accueilli, où tout d'un coup le livre devient, j'ai presque envie de dire, un objet de vie, enfin un objet vivant, où vraiment là il va rencontrer son lectorat et où l'auteur tout d'un coup existe. La réalité de cette entreprise est-elle la même partout? Nous avons quitté la métropole, à 30 km de Bordeaux, Saint-André-de-Cubzac, 10 000 habitants et une seule librairie dans la ville. Alors il a besoin des livres, là où je n'ai pas marqué, ouais, celui-ci. Chatterton aussi? Oui. Sophie a créé l'Exquise il y a 4 ans. Elle porte sa bonbonnière à bout de bras. À Saint-André, il n'y avait pas de librairie depuis 30 ans. Donc du coup, effectivement, il y avait un vrai besoin de librairie. Il y a des collèges, des lycées et puis des familles qui tout simplement sont des lecteurs. Mais par contre, effectivement, il y a aussi une vraie habitude du coin de ne pas avoir une librairie et du coup d'aller ailleurs. Donc effectivement, de partir soit vers les centres commerciaux, soit vers les grandes surfaces culturelles. 2000 livres arrivent là chaque semaine. C'est le choix de faire travailler les commerçants de mon secteur, sans être obligé d'aller à Bordeaux. Je sais bien que je peux à Bordeaux trouver tout ce que je veux tout de suite. Donc l'avantage de Balthazar, c'est qu'en fait, ça va répondre à toutes les questions de manière très claire. Ça va effectivement expliquer comment on fait les bébés, mais par contre avec des images qui sont tout à fait adaptées à une jeune fille de 5 ans. Je préfère aller dans des commerces de proximité et des commerces qui sont dédiés à cette activité. Pas des gens qui sont trop généralistes et qui vendent de la soupe, en quelque sorte. Mais le pari n'est pas gagné. Et voilà. Après, la réalité d'une librairie aujourd'hui, c'est quand même une réalité économique compliquée. Sur un livre, je gagne, moi, une fois que tout a été payé, 1 € ou 50 centimes. Donc ça nécessite effectivement de tous les jours beaucoup vider de carton, beaucoup travailler, beaucoup communiquer, rappeler aux gens à quel point c'est important et c'est un acte engagé de pousser la porte de ma librairie. Le net me fait mal parce qu'effectivement, il y a encore des territoires où les gens auraient besoin en tout cas de venir à la librairie en voiture, de se garer, des choses qui peuvent leur paraître effectivement rédhibitoires. Alors que sur Internet, effectivement, ils ont cette solution-là qui est une solution de facilité. Merci beaucoup. En revanche, Sophie est soutenue par un réseau régional dédié aux librairies indépendantes. Subventionné par les pouvoirs publics, il dispose depuis 3 ans d'un site de réservation qui joue la carte de la géolocalisation. Près de 70 librairies en font partie. En fait, il y a énormément de librairies indépendantes en région, on ne s'en rend pas forcément compte. Et on ne se rend pas forcément compte non plus de tous les livres qu'elles peuvent proposer. Donc avec une plateforme comme celle-ci, on peut voir leur stock, on peut rechercher n'importe quel livre et savoir où le trouver rapidement. Là où on est puissant, c'est qu'en fait, il suffit de traverser la rue pour aller chercher son livre. Donc ça va bien plus vite finalement que se faire livrer par Amazon en 2 jours. Le but est atteint. Les clients entrent dans ces commerces et leur nombre double chaque année. La librairie Georges fait aussi partie de ce réseau. Plus que centenaire, elle est à 2 pas du campus universitaire de Talence. Ce jour-là,
L'éditrice de Villeneuve-d'Ornon, Nadège Agulot, vient présenter son livre, celui d'un auteur américain, apparaître quelques jours plus tard. Service de presse, donc Héros secondaire de S.J. Brown qui sort le 5 octobre. C'est vrai qu'au début, on s'est vraiment concentré sur les librairies parisiennes, les librairies un peu loin de chez nous. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on avait quand même la chance d'être en région et qu'il fallait chouchouter nos acteurs du livre en région, dont les libraires. D'autant qu'on a la possibilité de venir les voir, d'échanger avec eux. Des atouts que n'offrent pas les grandes surfaces. Et dans ces grandes structures, il y a des objectifs de vente qui doivent être faits. Je pense que peut-être dans les librairies c'est pareil, mais peut-être à un moindre échelon, quoi. Oui, on reste quand même maître commercialement de ce que l'on peut mettre en avant. Donc évidemment, on va avoir notre pile du dernier Ken Follett, mais à côté, on peut aussi avoir une pile des éditions Agulot sans que ça nous pose problème. Cette liberté, les libraires ici la doivent à Cécile et Josette, arrière-petite-fille et petite-fille de Georges, qui ont réussi à préserver l'entreprise de famille au chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Et pour elles, qu'importent les immutations. Moi, la critique sur le net, ça ne m'intéresse absolument pas. Après, on a aussi un site marchand, donc on est aussi équipé, on fait aussi du numérique. Voilà, mais on vend des livres papier, majoritairement, comme d'ailleurs la plupart des libraires en France. Le livre numérique représente, je crois, 3% du marché, ce qui est complètement ridicule. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas tellement effrayé par le sujet. La France défend actuellement le projet de taxer les firmes américaines qui ne payent pas d'impôts sur le territoire. Les règles du jeu pourraient alors devenir les mêmes pour tous. Ce livre est la Bible des vins de Bordeaux, une référence internationale qui a fait la renommée de votre maison d'édition Bruno Boisdron. On l'appelle même le Ferré, du nom même de votre maison d'édition. Vous réussissez aujourd'hui à faire le poids face aux géants d'Internet? Faire le poids par rapport aux géants, c'est toujours difficile. Non, je ne pense pas, et c'est même pas la question. La question, c'est de trouver le meilleur canal pour la diffusion de l'information. Donc, il y a des fonctions qui sont très bien remplies et je pense irremplaçables sur le papier. Et puis il y a des fonctions qui passent par exemple sur le numérique. Alors face au numérique, se spécialiser dans un domaine comme vous, dans le vin, est-ce la clé de la réussite? Peut-être, dans une certaine mesure. Quand on a une spécificité et une compétence reconnue sur un domaine d'activité, on peut effectivement le décliner de façon pertinente par meilleure connaissance de son public entre les différents supports. C'est-à-dire qu'on peut imaginer d'Internet, bien entendu, sur les mobiles et tablettes, et enfin sur le support papier. Mais le livre numérique, vous le craignez pas, en fait, aujourd'hui, en tant qu'éditeur? Je ne pense pas qu'il soit à craindre. Certains ouvrages, comme des ouvrages techniques, sont atteints d'obsolescence assez rapidement. Donc il y a une logique, effectivement, à rentrer dans un régime de bibliothèque numérique. C'est plus une question de gestion des droits véritables, des droits attachés à la maison d'édition et des droits des auteurs qui est en question. Et ensuite, il y a la question d'une diffusion d'informations et donc d'un modèle à refaire par rapport au numérique. Le livre numérique ne vous permettrait-il pas de prendre plus de risques en tant qu'éditeur pour publier des livres qui ne seraient peut-être pas rentables en version papier? Si le livre n'est pas rentable en version papier, ça veut dire qu'on a un lectorat très faible. L'information peut exister quelque part, mais est-ce que l'on peut parler véritablement de livre numérique? Je crois que cette expression est quelque peu faussée, dans le sens où le pigeon et l'Airbus volent tous les deux. Il y a le livre et le livre numérique, mais je ne suis pas sûr que les deux aient la même fonction. Il est évident que sur le livre numérique va permettre soit des éditions très courtes, et peut-être sur des sujets de recherche. En quelques mots, plus de livres dématérialisés, ce serait un risque économique pour vous, l'éditeur? Je ne pense pas. Très sincèrement, la folie du livre papier aujourd'hui, avec 70 000 nouveautés par an, est plus effrayante que la multiplication des livres numériques. Quand on évoque le livre à Bordeaux, impossible de ne pas y penser. Il s'agit de la librairie Mola. C'est la plus grande librairie indépendante de France, fondée en 1896 par Albert Mola. Elle s'est installée sur l'emplacement de l'ancienne maison du penseur Montesquieu. Et au fil des années, elle a racheté quasiment tout le pâté de maison pour s'agrandir
Vous allez voir, on va mesurer la façade pour se rendre compte de la taille de cette librairie. « 230 mètres et ce n'est pas fini, il reste encore toute cette rue et l'arrière du bâtiment avec un auditorium récemment ouvert. Autant vous dire qu'ici, la disparition du livre papier, on n'y croit pas trop, mais vous allez le voir, le numérique a fait ici une entrée très remarquée. La librairie Molas, c'est en fait presque un monument que l'on visite quand on vient à Bordeaux. On est impressionné par la profusion d'ouvrages la première fois quand on y rentre. Il faut dire qu'il y a 22 km de rayonnage. Elisabeth Paré, vous êtes responsable notamment du rayon jeunesse et BD où nous nous trouvons. Quand on voit la profusion de livres pour les jeunes, comment expliquer que cette jeunesse très connectée à Internet soit encore friande de livres papier? Parce que d'abord, elle a appris à lire sur du livre papier, pas sur l'Internet. Ouais. Donc effectivement, elle reste attachée à ça, elle est attachée à l'image. Et comment cette littérature jeunesse s'est adaptée aux besoins des jeunes aujourd'hui? Il y a eu une évolution? Oui, l'offre est pléthorique. Oui, elle s'est énormément agrandie au fur et à mesure. Elle s'est diversifiée. Dans la bande dessinée, le manga a pris une grande place, le comics américain, oui. Elle s'est beaucoup étouffée. Et qu'est-ce qu'un libraire, une libraire apporte de plus qu'un service sur Internet, par exemple, selon vous? Du contact, ouais. Du lien social, des gens qui se rencontrent, qui viennent parler, qui veulent rencontrer des expériences de gens qui ont lu et échanger ça. Une bascule vers le numérique, tout numérique, vous y croyez? Vous y pensez? Oui, mais je ne le vis pas comme un danger. La librairie ne le vit pas comme un danger, c'est un accompagnement. On n'y est pas du tout, on n'y est pas du tout, vraiment pas du tout. Il n'y a qu'à voir ce que les éditeurs sortent, cette rentrée littéraire ou pour les fêtes de Noël et tout. Donc non, pas immédiatement un danger du tout. Bon, on verra tout à l'heure comment chez Molas le numérique bouleverse un petit peu nos usages face à la lecture. Je vous quitte, je vais au rayon polar pour vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est celle du Corrézien Franck Bouys. Cet ouvrage, Grossir le ciel, connaît un vrai succès depuis sa sortie avec une dizaine de récompenses. Un succès qui a bouleversé la vie de cet enseignant. Un aller-retour dans le noir, Salon international du polar de Pau. Pour la toute première fois, Franck Bouys s'y dédicace Grossir le ciel, Plateau et le petit dernier Glaise. Sa crainte, ne pas être compris par ses lecteurs, et pourtant... J'aime bien l'écriture, ça m'a pris aux tripes. Le premier, j'ai lu il y a une semaine et j'ai trouvé génial. Et quand je savais qu'il en sortait un autre, je suis venue. Voilà, c'est très simple, c'est comme un coup de poignard. Explorer la psychologie profonde de l'humain, c'est ce que s'attache à faire Franck Bouys dans ses livres. Des romans noirs à l'intrigue teintée de vie à la campagne. Il est un des fers de lance de cette nouvelle tendance qu'on a improprement appelée polar rural, et qui sont en fait des romans noirs, des romans très littéraires, et dont l'action se déroule dans un environnement qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le polar, c'est-à-dire les campagnes. On était très loin du canon traditionnel des grands succès commerciaux, et pourtant il l'a fait parce qu'il a une grande sincérité et une grande foi dans ce qu'il fait, et je pense que le public l'a rencontré grâce à ça. Voici son antre d'écrivain, quelque part niché dans sa campagne corrézienne. Ici, Franck Bouys dort peu, lit et écrit beaucoup. La journée idéale, c'est lever vers 5 h du matin et lecture 2 heures en moyenne. Et ensuite, je me mets à mon bureau. Enfin, peu importe peu importe le lieu, mais enfin, c'est ici quand même que j'aime écrire vraiment. Mais je crée des conditions, en fait, les conditions à l'écriture. Alors j'ai un rituel, voilà, qui est en général de la musique, le même stylo, des cahiers, des immondes cigares italiens. Et je crée des conditions et après, c'est parti. Une écriture instinctive, urgente, presque compulsive et quotidienne. Ses carnets, toujours les mêmes depuis l'adolescence, comme des témoins de son inspiration. Rature, recherche de rythme, tout compte. J'ai essayé, je pourrais gagner un temps fou en tapant directement à l'ordinateur, mais ça ne marche pas.
J'ai besoin du contact, du stylo, du papier, entendre le bruit de la plume sur le papier. Tout ça, ça crée des conditions très particulières et ça se nourrit en fait. Les phrases se nourrissent d'elles-mêmes. Ensuite, voilà, je vais taper. Déjà, il se passe une première correction quand je frappe. Mais j'ai besoin d'imprimer et de travailler à nouveau à la main. Je change des mots de place, je rajoute des choses. Et à nouveau, je refais une frappe de cette version-là, que je réimprime et que je retravaille. Ça, je le fais jusqu'à ce que le livre devienne quelque chose qui me convient. Je ne dis pas que c'est le plus parfait des livres, mais je me dis à un moment donné, ouais, c'est ça. Le livre, un terrain de jeu idéal. C'est un total espace de liberté. On doit être totalement sincère dans ce qu'on fait. Et pour être totalement sincère, il faut être absolument imprégné, possédé par ce qu'on est en train de faire. Voilà. Il n'y a absolument pas de faux semblants. On ne pense pas à ce qui pourrait plaire, etc. Il faut y aller, mais jusqu'au bout. Aller jusqu'au premier succès, inattendu. Grossir le ciel, multiprimé, c'est l'histoire de deux paysans, liés par une amitié brute, une histoire rurale noire à l'intensité émotionnelle implacable. Que cette histoire puisse parler à autant de gens, ça me surprend et ça me ravit en même temps parce que c'est quand même l'histoire de mes racines aussi. Les lecteurs ont commencé à s'en emparer, les libraires, ça s'est fait assez doucement, comme une boule de neige qu'on roule lentement. Et puis j'ai commencé à avoir un prix, 2 prix, je dois en être à une dizaine de prix là. Les journalistes en ont parlé, ça a été acheté par le livre de poche. On est, me disent-ils, en route vers les 100 000 exemplaires. Donc tout ça me dépasse totalement. Se payer une nouvelle vie à mon âge, ouais, je le prends comme un cadeau, mais ça a été très brutal. Une brutalité avec laquelle il faut s'accorder. Grossir le ciel est même en cours d'adaptation au cinéma. Ces deux-là se connaissent par cœur, meilleurs amis depuis 20 ans. Au bord de cet étang, les souvenirs ressurgissent, notamment le moment où Pierre a encouragé Franck à publier Grossir le ciel. Si on est honnêtes tous les deux, je lui ai dit, pour moi c'est un grand livre. C'était d'une évidence absolue. Il a stratifié ses souvenirs d'enfance, il a stratifié tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, la somme de ses lectures, la capacité de travail qu'il y a derrière, pour surtout ne rien faire de personnel, ne rien faire d'égotique. On est écrivain quand on s'efface, quand il y a cette forme d'humilité en fait. Je pense qu'aujourd'hui, s'il écrit comme il écrit, c'est qu'il est héritier de toutes ces strates-là. En fait, t'es un peu un élément géologique. Merci. Un peu vieux, un peu patiné par le temps, mais c'est tout ce qui fait la qualité, en fait. L'autre passion de ce fils d'enseignant, c'est la nature. Non, j'ai rien à donner. De cette passion, il en a fait son premier métier, professeur d'horticulture et de biologie végétale. Moi, je forme des adultes qui ont perdu leur métier, donc je les forme au métier de l'horticulture. Ça va de la botanique théorique, des sciences naturelles, etc., jusqu'à leur apprendre à bouturer, à greffer, à diviser, à faire pousser des végétaux, à les tutorer. On part de la graine ou de la bouture et on va jusqu'à la plante fine. C'est passionnant parce que c'est quelque chose qui fonctionne dans les deux sens. C'est des gens qui aussi ont des choses à vous apprendre. Donc c'est un partage de connaissances aussi. Et donc du coup c'est très très enrichissant. Ouais. Mais ce métier d'enseignant, Franck le délaisse un peu. En disponibilité pour quelques semaines, pour la promotion très accaparante de Grossir le ciel et Glaise. Dans cette librairie indépendante de Limoges, Franck se perd très souvent dans les rayons, signe des dédicaces, parfois aux côtés de grands noms de la littérature américaine, comme Ron Rash, et trouve à coup sur l'inspiration. Franck, c'est quelqu'un d'assez modeste, on va dire. C'est pas quelqu'un qui exprime facilement ses émotions. Et je pense que cette rencontre, ça a été le partage d'un moment assez inoubliable entre deux auteurs qui ont énormément d'univers communs. Franck est un passionné de littérature américaine.
Donc c'était aussi cette opportunité de réunir deux auteurs qui ont vraiment cette universalité à travers leurs textes. Quel que soit le continent, quel que soit le pays où se déroule l'action, on a toujours des thèmes assez proches et qui font que ces deux auteurs, ça pouvait que se passer très très bien au niveau de leur rencontre. La vie de Franck Bouys change, c'est indéniable. De nombreux déplacements, des articles de presse dithyrambiques et des portes qui s'ouvrent. Clairement, elles se sont déjà ouvertes, au départ entrouvertes, elles s'ouvrent de plus en plus grand et puis je sais pas, en fait je connais pas la taille des portes encore. La fulgurance du succès littéraire de Franck Bouys est certaine. 2 semaines après sa sortie, Glaise a dû être réédité. Son prochain roman, lui, est déjà sur les rails. Patience. Papier, numérique, quel avenir pour le livre? C'est donc la question que l'on se pose dans cette enquête de région. Et ici, dans la première librairie indépendante de France, une offre originale réunit papier et numérique. Denis Molin, vous êtes le directeur de la librairie Molin. Vous proposez une chaîne de télé sur Internet, bientôt une web radio. Quel intérêt vous y trouvez? Ce côté du numérique, tous ces outils, c'est le moyen d'exporter vers l'extérieur, par le biais d'Internet, des venues d'auteurs, par le biais de clips où les auteurs présentent leurs livres, de retransmettre aussi en direct ou en différé des rencontres d'auteurs, et puis aussi de foisonner dans d'autres domaines, parce qu'il y a le livre, mais il y a tous les autres aspects de la culture. C'est ce qu'on a fait avec Station Ozone, et on parle d'opéra, on parle d'expositions dans les musées, on parle de théâtre. Donc la culture n'est pas quelque chose d'isolé, la culture est quelque chose qui doit s'étendre le plus possible, et donc ça a été le souhait d'exporter vers l'extérieur pour donner une idée à distance de ce qu'est vraiment notre librairie. Pourquoi le livre papier résiste au numérique, ce qui n'a pas été le cas pour la musique et la vidéo, par exemple? Tout simplement parce que le livre numérique en France, c'est certainement le taux d'équipement le plus faible en Europe. Pourquoi? Parce qu'on a un réseau de librairies. Un réseau riche, et le fait que le papier aussi a un côté objet qui est extraordinaire. La diversité des formats, le choix des papiers, les couvertures. La musique, un des problèmes du CD, c'est qu'ils ont toujours 12 cm de diamètre, et que c'est souvent les mêmes emballages, les mêmes boîtes, avec des photographies qui changent dessus. Alors que le livre, ce côté objet, sensuel, qui existe depuis très longtemps, depuis Gutenberg, fait qu'il y a un attachement encore au livre. Pour combien, je ne sais pas. Mais la chose qui est essentielle, c'est de savoir que la culture soit bien là et qu'on puisse transmettre des choses. Le livre papier domine aussi le marché parce qu'il y a peu d'offres numériques. Alors, est-ce que ce n'est pas la filière qui protège un peu ce secteur papier? Et les éditeurs ont été d'une extrême prudence. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'expérience de la musique, qui a été, avec le piratage, un énorme souci. Et finalement, les gens du monde de la musique ont dit, vous allez voir au monde de l'édition, vous aussi, vous allez beaucoup souffrir. Et pour le moment, il y a eu quelques réticences. Il faut dire quand même qu'il y a beaucoup de livres disponibles. Un des gros problèmes, c'est le problème du format. En musique, on connaît le MP3, qui est un standard. On n'a absolument pas l'équivalent dans le domaine du livre. Je vous emmène à présent dans le quartier Ornano de Bordeaux, précisément place Gavignès, avec un livre en main. Pourquoi? Parce que sur cette place Gavignès, on trouve l'une des 30 boîtes à lire de la ville. La voici. En fait, elle propose aux promeneurs de déposer et ou de prendre un livre. La première dans Bordeaux date de 2010. Elle repose sur le principe du book crossing, un concept international qui vise à faire circuler le livre et la culture. Alors voilà, je dépose mon livre. Et sur cette place Gavignès, je rejoins Pierre-Henri Amstam. Vous êtes président de l'agence culturelle Éclat, une structure régionale qui accompagne les filières culturelles, notamment celle du livre. Comment se porte justement la filière livre dans la région? Elle se porte plutôt bien, puisque actuellement sur la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine, il y a 200 maisons d'édition
avoir des éditeurs, donc avoir des auteurs aussi dans la région, avoir des distributeurs, fait qu'il y a un maillage des bibliothèques, un maillage des librairies qui couvre bien le territoire, plus qu'ailleurs. De la même façon d'ailleurs que dans le domaine du cinéma, dans ce qu'occupe aussi l'agence, on a un nombre de petites salles sur tout le territoire qui est extrêmement important. Donc ça maintient la culture au plus près des gens. Alors regardons un exemple de la complexité parfois à faire vivre le livre dans la région, avec cet exemple dans la Vienne de la Cité du livre et de l'écrit à Montmorillon. C'est la ville natale de Régine Desforges, l'auteur de la célèbre Bicyclette bleue. Cette Cité du livre perpétue une longue tradition du livre dans la commune. Aujourd'hui, l'enjeu est de savoir comment capitaliser sur le livre au temps d'Internet. C'est de l'ordre du toucher, de la sensualité, de l'histoire, de son propre vécu. Je sais pas, voilà, il y a ce contact. Je sais pas, comme une cuisinière ferait quelque chose avec une pâte et là avec l'encre et le papier, c'est une histoire d'amour. Enfin, je crois que ça touche ça. Dans ce petit atelier de la Cité de l'écrit de Montmorillon, on fait revivre les plaints et les déliés d'antan. Ici, la calligraphie latine fait de la résistance en minuscule ou en majuscule. Des souvenirs remontent, des encriers. Moi, j'ai connu ça, les encriers, l'encre, le fait de remplir et de passer beaucoup de temps à l'écriture. Et donc, d'autres personnes racontaient d'écrire sur nos cahiers la date, une petite frise et la morale de la journée. En fait, voilà, on est arrivé là ce matin et puis il y a une remontée de souvenirs intéressante. Montmorillon, village de passionnés. Passer la porte de la boutique d'Étienne, c'est aussi plonger dans ses souvenirs. Un grand saut dans le passé pour remonter le temps de sa propre histoire. Ça, c'était mon livre de lecture quand j'avais 6 ans. Et il m'a toujours marqué parce que c'était une méthode de lecture mixte, édition Rossignol, Montmorillon. Donc un peu, indirectement, c'est un peu pour ça que j'ai fait ce magasin. Parce que je suis amoureux de ce bouquin. Sa quête, depuis, n'a jamais cessé. Le collectionneur poursuit un seul but, provoquer cet éclat d'émotion dans les yeux de ses visiteurs. C'est très rigolo parce qu'il y a des gens qui se mettent à pleurer. Parce que quand ils retrouvent le bouquin d'école, etc., donc c'est très nostalgique. Et puis, puis j'ai fait une atmosphère volontaire pour que les gens aient un petit sentiment de nostalgie. Étienne a une autre passion, les livres qu'il collectionne par dizaines de milliers. Mais comment écouler depuis Montmorillon les 30 000 références qui tapissent sa librairie de haut en bas? Le bouquiniste a pris très tôt le virage d'Internet en 2003. Surtout, il s'est spécialisé. J'ai une très bonne clientèle habituelle. J'ai à peu près 400 clients annuels qui reviennent systématiquement chaque année et pendant les périodes de vacances. Donc je sais ce qu'ils cherchent. Donc je cherche pour eux. Et c'est comme ça que je m'en tire, voilà, et que je m'en sors. L'amour des vieux livres touche aussi les jeunes générations. Dans son atelier, Élise voit passer des trentenaires. C'est un grimoire, le livre de cuisine d'un ancêtre ou une belle bande dessinée que l'on vient restaurer. Il date de 1624, donc assez ancien quand même. Donc il a un problème majeur, c'est qu'en fait en vieillissant, le cuir s'est rétracté. Et donc il a tellement tiré sur ce qu'on va appeler les plats du livre, donc les cartons, qu'il a fait en fait complètement éclater la couture. Loin des tablettes numériques, le beau livre se répare et se transmet en héritage pour ses enfants et les générations futures. Pour moi, il paraît évident que le livre papier perdurera toujours, parce qu'on a toujours ce toucher, cette odeur, même dirons-nous, du vieux papier, ou même du papier neuf et de l'encre qui sont totalement, pour moi, indissociables du fait de lire. Et donc, pour moi, le livre papier pourra cohabiter avec le livre numérique et ne s'éteindra jamais complètement, parce qu'effectivement, on a besoin de ce côté tactile du papier qu'on n'a pas au niveau du livre numérique.
Réunir en un seul lieu les artisans du livre, des libraires, des bouquinistes, c'était le rêve de Régine Deforge. La native de Montmorillon avait déjà créé le Salon du Livre. Sous son impulsion, la Cité de l'Écrit voit le jour en l'an 2000. 17 millions de francs sont injectés. 3 années durant, la Cité vivra un âge d'or. Écrivains et auteurs se relaient ici. Mais 3 ans plus tard, le Conseil général se désengage de la Cité de l'Écrit. Moins de communication, moins de passages et moins de clients. Plusieurs libraires mettent peu à peu la clé sous la porte. La révolution Internet est passée par là. 17 ans après, le livre semble parti pour rester, mais comment le diffuser, le commercialiser? Des années maintenant que Cédric jongle entre ses ventes sur Internet et sa boutique. C'était des cartes, je pense, anciennes d'état-major de l'armée, non, c'est pas ça? Non. Non, c'est pas ça. J'ai travaillé pendant 3 ans, 4 ans sans librairie, donc uniquement chez moi, je ne recommencerai pas. Ça, c'est... je fais aussi du commerce pour rencontrer des gens, pour avoir une vie sociale également. Et donc, rester chez soi, on peut y passer, je l'ai fait des heures et des heures. Et donc, ce qu'il y a au bout n'a aucun intérêt. Internet n'est qu'un outil, c'est-à-dire que le livre se vendait déjà par correspondance ou sur des foires depuis plus de 500 ans. Donc, c'est un outil qui bouleverse un petit peu les choses. Mais sur le fond, ça ne change pas fondamentalement la donne. Libraire, un métier en pleine mutation. Certains ont recentré leur activité vers des éditions rares, plus onéreuses, d'autres vers une spécialité. La cuisine pour Robert, bonne pioche, alors qu'une école internationale de la gastronomie est annoncée à Montmorillon. Monsieur le maire. Bonjour Robert. Ça va? Ouais, bien. Nous, on est spécialisés en livres de cuisine. Avec l'arrivée prochain de Joël Robuchon, voilà, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. On a plus de 13 000 livres de cuisine, mes livres anciens de cuisine. Voilà, je pense que mes collègues, et ils le font, ils ont bien compris, on doit se spécialiser pour faire venir cette clientèle. Peu importe finalement que le nombre de bouquinistes ait été divisé par 3 en 15 ans. Pour le maire, il fallait faire une cité du livre. Ce qui relève du livre, c'est jamais une fausse bonne idée. Je crois que le livre, il a encore de beaux jours devant lui, et en tout cas je le souhaite, mais je le crois. Le papier, je ne dis pas que ça sera pour les siècles et des siècles, mais en tout cas, c'est un support qui est plus charnel, je dirais. On le touche, c'est très différent, c'est sensuel. Et je crois que, pour ma part, je crois que le livre a encore des beaux jours, en tout cas, je le répète, je le souhaite vivement. Pas si poussiéreux le livre finalement. Ici, à Montmorillon, il se décline désormais en objet d'art, en ouvrage précieux ou en cahier chargé d'histoire. Une véritable Madeleine de Proust, en somme, encore bien réelle, vectrice de souvenirs, génératrice de nostalgie, objet clé de la transmission du savoir. Nous sommes à présent à l'intérieur de la bibliothèque municipale centrale de Bordeaux, un lieu où quelques 700 000 visiteurs se rendent chaque année pour compulser les ouvrages mis à disposition. Une fréquentation qui a été dopée par la gratuité d'inscription depuis janvier 2016. Pierre-Henri Amsterdam, cette gratuité d'accès à la culture pour tous, est-ce que ça ne devrait pas être la règle finalement? Ça devrait être la règle, ça doit être la règle. Même si le fait de payer une petite somme serait envisageable. Il n'y a plus d'obstacle dès lors qu'on fait la gratuité et dès lors qu'aussi qu'on en regarde les horaires et qu'on les fait évoluer en fonction de la fréquentation des uns et des autres. C'est une alternative au tout Internet finalement aussi. Oui, absolument. Et c'est aussi l'occasion de découvrir, je dirais, dans un endroit qui est vaste et avec un nombre de livres important, des auteurs ou des spécialités que l'on n'aurait pas découvertes si on n'avait pas ce lieu-là. Alors, dans la région, une bibliothèque bat des records de fréquentation, c'est celle de Limoges. 1 Limougeot sur 5 qui est abonné. Vous allez voir, c'est le résultat d'une politique volontariste pour doper la fréquentation et pour tous gratuitement.
C'est une institution. La BFM, qui fêtera l'an prochain ses 20 ans, est devenue un des lieux les plus fréquentés de Limoges. Près d'1 million de passages en un an. Son emplacement n'est pas anodin, c'est aussi un bâtiment signal. Il est reconnaissable et la plupart des personnes, même si ce ne sont pas des abonnés, connaissent la bibliothèque. C'est aussi un lieu où on se donne rendez-vous, on l'observe aussi dans les pratiques. Les gens se donnent rendez-vous soit sur le parvis, soit même dans l'espace d'entrée, l'espace d'accueil. Un ensemble imposant de 15 000 mètres carrés. Près de 700 000 documents au total, dont 400 000 mis à la disposition des usagers. La BFM compte actuellement 40 000 abonnés aux profils très différents. Déjà, c'est super agréable, le lieu, le bâtiment, on est bien, on est tranquille, c'est calme. J'ai 1 heure d'internet et il y a la wifi et tout, ça va. Alors aujourd'hui, j'ai pris Les Folies amoureuses qui ont fait l'histoire, Laurence d'Arabie et Fersen. Voilà. J'ai de quoi lire, mais je lis vite. La BFM affiche sans complexe sa vocation culturelle. La structure a été conçue comme un outil de démocratisation de l'accès à la connaissance. Depuis mars dernier, les plages horaires ont été élargies. La BFM ouvre ses portes du lundi au samedi de 10h à 18h. Une politique volontariste qui porte ses fruits. Et nous sommes passés ainsi de l'avant-dernier rang des bibliothèques comparables à celles de Limoges au 2e rang français dans la même catégorie des bibliothèques. Donc un travail extrêmement important qui explique sans doute effectivement l'attractivité croissante du lieu. Pour attirer de nouveaux publics vers la lecture, la BFM ne manque pas d'imagination. C'est en moyenne 365 événements par an, que ce soit une exposition, une lecture, une conférence, une rencontre, un spectacle, ou ces rendez-vous réguliers que l'on propose à chacun, libre à chacun justement de l'intégrer à son agenda personnel. La BFM touche près de 22% de la population limougeaude. En clair, près d'un Limougeaud sur 5 y est abonné. Nous nous retrouvons à l'intérieur de ce temple dédié au livre. La bibliothèque municipale de Bordeaux à Mérignac est la 2e plus grande de province après celle de Lyon. Papier, numérique, quel avenir pour le livre? C'est donc le thème central de cette enquête de région. Pierre Reimstam, à votre avis, le numérique est-il en train de modifier notre rapport au livre, comme cela a été le cas pour la musique? Aujourd'hui, je ne pense pas encore qu'on en soit là, parce que si on regarde un peu les proportions, en France, actuellement, on est à 27% de consultation d'un livre sur une tablette, avec une augmentation assez significative de plus de 20% l'année dernière. Mais majoritairement, encore, les gens lisent des livres et je pense que ça durera plus longtemps que pour les disques, dans la bonne mesure où, je fais part simplement de mon expérience et de celle des gens de ma génération, autant on utilise l'informatique, même quand on est un peu âgé, parce que, voilà, c'est pratique. On peut aller chercher des informations, on peut communiquer avec ses proches ou les amis. Mais lire des livres sur des tablettes, ça nous est très difficile. Alors, je rappelle que vous présidez l'Éclat, qui est une structure régionale qui accompagne et valorise les filières culturelles dans la région. Quelle est votre priorité à l'avenir pour supporter cette filière livre? Alors, on a des actions au travers de résidences d'auteurs dans lesquelles on fait des expérimentations d'écriture pour le numérique. D'accord. Et on va aussi suivre le marché, puisque avec Éclat, on a un contrat de filière avec le ministère de la Culture, le Centre national du livre et la DRAC, pour développer toutes les actions en faveur des auteurs, des éditeurs et des distributeurs. Oui, parce que tout l'enjeu, c'est de savoir quelle offre proposer aux lecteurs en version numérique sans pour autant tuer le livre papier. Oui, il faut essayer de trouver quelque chose qui soit plus complémentaire que concurrent. Et ça, on n'a pas encore trouvé. Oui. Je vous emmène à présent dans un lieu unique à Bordeaux, une librairie qui s'appelle La Mauvaise Réputation, rien que cela. C'est une librairie-galerie où l'on trouve dans tous les genres les livres souvent introuvables. Et nous allons à la rencontre d'un libraire-dessinateur célèbre. Il travaille pour Sud-Ouest et Le Canard enchaîné. Il s'appelle Urps.
On s'est dit qu'avec une librairie spécialisée dans les contre-cultures, c'était intéressant d'avoir votre avis sur l'avenir du livre. Et parlez-nous d'abord de ce lieu, justement, La Mauvaise Réputation. Il y a 15 ans que vous l'avez créé. C'est quoi l'idée? L'idée, c'était de pouvoir monter une librairie à l'ombre un peu des grandes librairies traditionnelles, de pouvoir monter une librairie avec des livres donc un peu différents, des cultures un peu différentes. Et c'est vrai que c'est un auteur de polar qui nous a donné le nom, La Mauvaise Réputation. La bande dessinée, le dessin, c'est de la contre-culture? Le dessin, c'est un langage journalistique. Enfin, le dessin de presse, c'est un langage journalistique très particulier. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose, moi, que je développais au fur et à mesure. Et maintenant, jusqu'à en faire mon métier maintenant. Ouais. Ouais. Bon, à propos de dessin, notre région est une place forte de la bande dessinée. Un chiffre, un seul. Dans la région, 13% des auteurs scénaristes vivent en Nouvelle-Aquitaine. Alors, évidemment, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, chaque fin janvier, est un vrai moteur pour tout le secteur. Parmi les auteurs primés à Angoulême, il y a Guillaume Bouzard. Il vit dans les Deux-Sèvres et il a récemment revisité le cultissime Lucky Luke. Voici son portrait, on se retrouve après ici avec URPS. Guillaume Bouzard aime tellement le football qu'il dessine régulièrement sur ce thème. Et des journaux comme Libération ou SoFoot adorent faire appel à sa plume tacleuse. Je suis obligé de me tenir au courant un petit peu de ce qui se passe et puis voilà, puis de faire sortir ce qui me vient comme bêtise, comme blague aujourd'hui du foot, et puis il y en a un paquet. Pour la Coupe du Monde au Brésil, il a participé à un numéro spécial avec toute l'équipe de Fluide Glacial. Un mondial d'humour et de BD où, par exemple, les albums Panini sont détournés sans ménagement. Guillaume Bouzard, lui, a dessiné 4 planches sur un match de foot un peu particulier qui s'est déroulé pendant l'hiver 1915. Les Allemands, donc les Boches, et les Français ont décidé de faire un match de foot. On fait une petite trêve et on joue au foot dans les tranchées, enfin sur les terrains autour des tranchées en fait. Depuis quelques jours, de nouveaux albums de Lucky Luke sont partis à la conquête des librairies. À la manœuvre, le dessinateur de Sévrien, Guillaume Bouzard. Les éditions d'Argo lui ont demandé de revisiter ce grand classique de la BD franco-belge, Le temps d'une histoire. Une sacrée responsabilité. Bon, la seule pression que j'avais, c'est parce que j'avais lu ça quand j'étais gamin, quand j'ai des albums qui m'ont marqué. C'est un peu ma Madeleine de Proust aussi, Lucky Luke. Il y a une dame qui me gardait quand j'étais petit, et elle était abonnée à Télépoche, et il y avait toujours une page de Lucky Luke en commençant Télépoche. Donc j'attendais ça toutes les semaines avec impatience. Et pour son Lucky Luke, Guillaume Bouzard a eu carte blanche. Alors, il a laissé libre cours à son humour débridé. Sa version est burlesque, remplie de gags cocasses. Un bel hommage au Lucky Luke de Maurice, finalement. Papier numérique, quel avenir pour le livre? C'est la question centrale de cette enquête de région. On vient de parler BD, URPS. La BD, finalement, très classique, encore dans son support. On la lit beaucoup sur papier, peu sur numérique, malgré la jeunesse des lecteurs. Pourquoi le livre papier reste si moderne finalement? Probablement parce que le livre numérique, c'est un peu le Yeti ou la licorne de la librairie, quoi. On a tous rencontré un mec dans un bar qui connaît un mec qui en a lu un, mais il n'est pas sûr en fait. Il n'est même pas sûr de l'avoir lu jusqu'au bout. Et donc c'est vrai que pour l'instant, on attend toujours que ce soit fiable, viable, commerçable, vendeur. Mais pour autant, on croise de plus en plus de gens qui sont sur les tablettes, sur smartphone dans la journée. Quelle offre numérique on peut leur proposer alors pour les attirer vers le livre peut-être? Pour l'instant, nous, rien. Parce qu'on n'a pas les bornes, je crois que je ne connais pas de librairie qui ait des bornes disponibles pour la clientèle pour qu'ils puissent effectivement acheter des livres comme ceci. Mais c'est surtout, je pense, parce que les gens lisent de plus en plus sur leur téléphone, surtout, pas forcément sur les tablettes, ils lisent de plus en plus sur leur téléphone. Je crois que pour l'instant, on n'a rien à leur proposer pour pouvoir accéder à ça. Plantu dessine par exemple en numérique et les petites souris, il les fait pareil que sur papier. Enfin, moi je l'ai vu dessiner en numérique et je l'ai vu dessiner sur papier, c'est pareil. Mais c'est vrai que, après il faut quand même une idée. On peut dessiner n'importe comment. Si l'idée est mauvaise, elle reste mauvaise. Pas vraiment. Ça changera pas. En moyenne, chaque Français achète 6 à 7 livres par an. Ces livres seront-ils un jour tous numériques? Bien malin qui pourra le prédire aujourd'hui. Si la filière livre et les lecteurs privilégient encore le
livre papier, c'est peut-être l'enjeu écologique qui fera basculer les usages. Rendez-vous compte, chaque année en France, un quart des livres édités part au pilon, 140 millions de livres papier invendus qui partent directement au recyclage. Le mois prochain, dans Enquête de région, on s'intéressera à la gastronomie. D'ici là, retrouvez-nous sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Merci de nous avoir suivis. Témoin attentif de son époque, il nous livre aujourd'hui 60 ans d'une vie remplie d'images exceptionnelles. Yves Mancier, reporter photographe, c'est tout de suite. Ce programme sera diffusé en audio-description. Lundi, le lac Baïkal. Une aventure. Si on arrive à traverser le périple à ça, c'est extraordinaire. Une expédition dans laquelle se sont lancés un petit groupe de personnes handicapées. Du coup, on est tous dans la même galère. L'handicap, il passe au second plan. Une expérience unique pour vaincre la peur du regard des autres. Ils préfèrent affronter la tempête en Sibérie que de se casser la gueule dans des escaliers à Strasbourg. Vivez le défi Baïkal, lundi après le soir 3, dans votre région.